Vous écoutez Discussion entre coachs, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Bonjour, bienvenue à un autre épisode de Discussion entre coachs. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Amélie Soulard. Amélie qui est psychologue sportive, qui est aussi spécialisée dans la performance. Premièrement, bonjour Amélie, merci d'avoir accepté l'invitation de venir parler avec nous. Bonjour André, ça me fait vraiment plaisir d'être là. On va faire un petit résumé, Amélie, de ton pedigree. Tu travailles présentement à l'Institut national du sport. Tu es également excellence sportive Sherbrooke. Tu es chargé de cours à l'Université de Sherbrooke et au Conservatoire de musique de Montréal. Moi, je t'ai eu comme chargé de cours dans la première cohorte à l'Université de Sherbrooke, ton premier cours que tu as enseigné. Je t'ai eu également avec moi au diplôme avancé en entraînement à l'INS. Puis tu m'as fait une évaluation 360, fait que ça se fait un petit bout qu'on se connaît, toi et moi. Oui, tout à fait. Ça fait un petit bout qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Puis je pense qu'on peut même dire qu'on est quand même devenus des bons amis. Oui, en fait, merci. Ça me confirme de mon côté. Fait que le sujet d'aujourd'hui avec Amélie, c'est la confiance pour l'entraîneur, la confiance aussi pour l'athlète. En commençant, Amélie, j'aimerais ça un peu que tu m'expliques pourquoi tu penses que c'est important de travailler la confiance et de la bâtir avec l'athlète et avec soi-même aussi. Mais en fait, la confiance, pour un entraîneur, c'est à la base de la relation entraîneur-athlète. S'il n'y a pas de relation de confiance qui se crée entre ces deux acteurs-là, bien, il n'y a pas de coaching possible. Donc, l'athlète ne sera pas réceptive au coaching, ne sera pas réceptive aux apprentissages, puis ben, le coach n'atteindra pas les objectifs visés. Donc, c'est vraiment la fondation, c'est vraiment la base du coaching, en fait. Un peu la même chose pour l'athlète, c'est la base de devenir une bonne athlète. Tout à fait. Bien, pour l'être humain, hein, la confiance, c'est quelque chose de très fondamental. C'est quelque chose qui se construit dès le plus jeune âge, qui est très ancré en soi. Il ne faut pas oublier que la première relation de confiance qu'on construit, bien, c'est avec nos parents. Et c'est cette relation-là d'attachement qui vient construire l'estime de soi d'une personne. Puis l'estime de soi, ben, c'est un peu les racines de la confiance en soi. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour tout être humain. Je me lance un peu. Est-ce que tu penses que la confiance présentement est plus dure chez les athlètes qu'on encadre qu'il y a peut-être quelques années ou on va dire une décennie ou deux, d'après toi? C'est une bonne question. C'est sûr que les jeunes ont changé, l'environnement a changé, les façons d'éduquer les enfants ont changé, ont évolué, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une différence générationnelle au niveau de la confiance en soi. Je pense que les jeunes maintenant ont aussi confiance. Peut-être qu'ils la développent différemment, peut-être qu'ils l'expriment différemment, mais, mais j'aurais de la difficulté à m'avancer et à dire que c'est vraiment différent. Je pense que la confiance, elle reste là, elle est là, mais c'est peut-être dans la manière de l'exprimer qui est différente. Oui, tu amènes un bon point. J'aime ça, l'idée du fait qu'il l'exprime différemment qu'il y a quelques années. Parce que pour nous, des fois, entre coachs, quand on discute, on a l'impression que nos athlètes, ils ont un peu ce manque de confiance-là qui fait en sorte qu'ils pourraient mieux performer. Fait que c'est un peu pour ça que je me suis dit qu'on pourrait en jaser aujourd'hui. J'aimerais ça peut-être en jaser sur 4 sphères: la confiance en soi, la confiance envers la coéquipière, la confiance envers l'équipe et le programme que je vais regrouper ensemble, puis la confiance envers son entraîneur. Puis, et vice-versa, hein, la confiance de l'entraîneur envers l'athlète aussi, je pense qu'il est important. Euh, on sait que la confiance, c'est une croyance en ses capacités. C'est un peu ce que Veerley disait. Est-ce qu'il y a des choses, tu penses, qui sont observables autres du domaine de la perception, tu sais, qu'on pourrait vraiment se dire, OK, là, on touche quelque chose pour bâtir la confiance d'un athlète? Disons que la confiance, on essaie de la bâtir de l'athlète, mais on ne sait jamais si ça fonctionne ou pas. Oui, en fait, tu as raison de dire que la confiance, c'est une perception. Hein. C'est intangible.
C'est pas quelque chose qu'on peut dire, ah oui, ça, c'est acquis. C'est toujours à construire, c'est dynamique. Puis, tu sais, en fait, moi, ça me ramène à une théorie vraiment je veux dire de base, là, une théorie fondamentale en psychologie, qui est la théorie de l'apprentissage social de Bandura. Tantôt, hein, on a dit que les racines de la confiance, c'était l'estime de soi, puis que l'estime de soi, ben, c'était les parents, c'était la relation d'attachement aux parents qui aidait à construire ça. Bien, quand le jeune enfant se développe, apprend, ben, il apprend par son environnement social. Il apprend d'abord par observation, par imitation. Quand il voit que d'autres personnes qui sont significatives pour lui, des gens qui lui ressemblent, auxquels il peut s'identifier, sont capables de faire des choses, ben lui aussi, le jeune enfant se dit, ben moi aussi, je serais capable si j'essaye. Donc, c'est vraiment le fait de naviguer dans l'environnement social, d'observer les gens qui nous entourent, qui nous donne la première étincelle de confiance, le premier ingrédient pour se dire « Ah ouais, moi aussi, je serais capable de faire ça. » Puis quand on se dit ça, ben on l'essaye. Puis si on essaye, ben là, il y a deux possibilités. Soit on réussit, soit on échoue. Fait que la réussite, c'est le deuxième ingrédient. Si je réussis à faire quelque chose que j'avais jamais fait avant, bien là, ça me donne un boost justement de confiance. J'apprends que je suis capable de faire ça. Ça s'inscrit dans ma mémoire, cette expérience-là, puis je peux toujours y revenir après. Hein? Quand je suis face à une situation nouvelle ou que j'ai un doute, bien, je peux toujours repenser à ce moment-là, cette expérience-là où j'ai vraiment réussi. Puis, ça me redonne confiance. Donc, l'observation, le succès, la réussite, le troisième élément de la confiance, c'est la persuasion sociale. C'est-à-dire, ben, les gens qui m'entourent, justement, puis qui sont significatifs pour moi, si eux croient en mes capacités de réussir, puis qui m'encouragent, puis qui me disent qu'ils m'aiment, puis qui croient en moi, bien, ça aussi, ça augmente ma confiance. Puis finalement, bien, le quatrième ingrédient, c'est quand je le fais, bien, comment je me sens? Est-ce que je me sens bien quand je fais ça? Parce que quand on réussit quelque chose, en général, on se sent bien, physiquement, mentalement. Et plus je vais me sentir bien, plus je vais avoir le goût de le refaire, plus j'augmente mes chances d'avoir des réussites. C'est comme un cercle vertueux, tout ça. Ces quatre ingrédients-là sont présents. C'est ça qui fait grandir la confiance. Fait que, tu sais, comment on développe la confiance chez quelqu'un? Bien, c'est en mélangeant ces ingrédients-là, en fait. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. En fait, là, on comprend un peu comment la confiance se bâtit. Comment je peux le percevoir, moi, comme entraîneur, que ça fonctionne? Tu vois, de mon côté, j'ai ajouté à mon cahier d'athlète la partie confiance en soi. Fait qu'elles doivent se noter 1 à 10 ou 0 à 10, sa confiance, mais ça reste, encore une fois, de la perception par elle-même, puis c'est eux qui me le notent. Est-ce que moi, il y a une façon comme Oui, entraîneur que je pourrais me dire, OK, là, je pense que la confiance, on rentre dedans, là. oui. Mais je pense que le plus grand signe ou un des signes les plus importants, c'est que l'athlète va avoir le goût d'essayer des choses, va être capable de prendre des risques. Puis des risques, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être justement essayer des nouvelles choses, mais ça peut aussi être se montrer vulnérable. Ça peut être changer ou adapter ses façons de faire. Donc, ça aussi, ça représente un risque. Donc, si la personne est capable de prendre des risques, est capable de s'adapter au changement, est capable de faire face à la nouveauté, est capable de gérer ses émotions aussi, parce que cette nouveauté-là, ce risque-là, ça génère bien sûr de la peur, du stress. Si elle est capable de bien gérer ces émotions-là, bien ça, c'est des signes de confiance en soi, je pense. Puis l'entraîneur, on a un rôle primordial, je pense, à jouer dans l'augmentation de la confiance d'un athlète. Est-ce que, Oui. est-ce que ce rôle-là
c'est vraiment toujours sur la perception. Disons que l'athlète, je la félicite, je trouve qu'elle fait bien les choses, je lui montre. Euh, Est-ce que je suis convaincu qu'elle pense que j'ai confiance envers elle? Bien, comme on disait tantôt, ça, c'est un des aspects. Hein? C'est la persuasion sociale. Si tu l'encourages, tu lui dis que tu crois en elle, tu lui donnes du feedback, de la rétroaction positive, ça, c'est un des ingrédients de la confiance. Mais il y a aussi tout le travail que l'athlète doit faire par elle-même. Tu sais, c'est un travail de connaissance de soi, d'apprentissage de ses propres patterns de performance, de ses propres habiletés, de ses propres ressources. Puis ça, ben, l'entraîneur a un rôle à jouer parce qu'il peut guider l'athlète dans ces apprentissages-là, mais la grosse partie de l'apprentissage, c'est l'athlète elle-même qui doit le faire. Donc, ça prend des athlètes, ça prend des gens qui sont capables de réfléchir sur leurs expériences, d'avoir une certaine introspection, de se remettre en question justement, puis de s'auto-observer, de se dire, OK, qu'est-ce qui vient de se passer? Là, je viens de vivre une expérience, je ne sais pas, j'ai bien performé ou j'ai moins bien performé, ou il se passe quelque chose dans ma vie. Bien, il faut être capable de réfléchir sur cette expérience-là, puis de dire, bien, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? C'est quoi les leçons que je suis capable de tirer? Puis, si ça se reproduit, est-ce que je réagirais de la même façon ou comment est-ce que je pourrais réagir? Ça aussi, tout le retour sur l'expérience, c'est un catalyseur de confiance. Quand on est capable de prendre connaissance des apprentissages qu'on a faits, bien, comme je le disais tantôt, ça s'inscrit dans notre mémoire, puis lorsqu'on rencontre d'autres événements, on est capable d'y référer et de dire « Ah, mais oui, j'ai déjà vécu une situation semblable, j'avais réussi à faire ça. OK, bon, bien, je peux foncer, je peux prendre le risque, je peux avancer vers l'inconnu avec cette expérience-là en tête. » Fait que ça reste important de leur faire une introspection régulière. Je vais m'avancer là-dessus parce que je crois que c'est plus difficile maintenant de leur faire cette introspection-là. On dirait qu'ils ont de la difficulté à vouloir s'asseoir et de mettre en place, en fait, ça me prend plus de temps maintenant qu'il y a quelques années. Est-ce que le cahier d'athlète, c'est un outil? On le comprend. Est-ce qu'il y en a d'autres outils, tu crois, qui pourraient être utiles à l'athlète pour faire cette introspection-là? Tout à fait. Bien, le cahier d'athlète, en partant, je pense que c'est un outil super important parce que justement, ça guide. Ça guide l'athlète sur sa réflexion en posant des questions, en faisant faire des exercices. Mais au moins, on guide la personne vers là où on veut l'amener. Mais je pense qu'un autre outil très important, en fait, c'est vraiment la discussion. De s'asseoir avec nos athlètes. Puis, tu sais, je sais que la plupart des entraîneurs qui nous écoutent, vous êtes peut-être des entraîneurs de sport collectif, hein, comme toi, André, en volleyball, mais même en sport collectif, de développer une relation un à un avec chacun ou chacune de nos athlètes, d'avoir cette conversation-là, de poser des bonnes questions qui vont stimuler la réflexion. Puis, dépendamment de la maturité de l'athlète, bien, des fois, ça ne cliquera pas tout de suite. On va lancer des pistes, on va poser des questions, mais la personne n'est pas prête encore peut-être à répondre à ces questions-là. Mais on a semé quelque chose, on a semé une graine, la réflexion va se continuer. Puis c'est peut-être la semaine d'après, le mois d'après, c'est peut-être même des années après que la personne va faire comme « Ah ouais, j'ai cheminé, j'ai réfléchi à ça, puis c'est vrai, je me rappelle de cette conversation-là. » Des fois, il est un Je peu trop pense que tard. c'est la conversation un à un. Là. Je pense que c'est l'outil le plus important. Est-ce que dans cette conversation-là qu'on a sur l'introspection, c'est bien de noter des choses pour que ça reste ou tu laisserais plus souvent libre la réflexion à l'athlète que ça vienne un peu d'elle, le processus? Ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin d'écrire pour processer. Ça va les aider à réfléchir. Il y a des gens qui ont besoin de dessiner, de gribouiller.
chaque personne est différente. Il y a des gens qui vont être très auditifs, qui n'ont pas besoin de prendre de notes. Ils vont poursuivre la réflexion de manière vraiment intellectuelle. Donc, chaque personne est différente. L'écriture, c'est un outil intéressant, mais ce n'est pas nécessairement l'outil de tout le monde. Fait que laisser l'athlète libre de trouver son outil à elle, en fait. Oui, vraiment. La confiance, ça semble très, très dur à construire, en fait, pour un athlète. Très facile à déconstruire. Est-ce que tu as des explications à nous donner, à nous aider, en fait, pour mieux comprendre le procédé? Bien, ça nous ramène, en fait, quand tu dis déconstruire ou parfois même, on va dire, détruire la confiance de quelqu'un, bien, ça nous ramène, en fait, aux racines de la confiance, ça nous ramène à l'estime de soi. Est-ce que cette personne-là a eu la chance de construire une estime qui est solide, qui est stable, ou est-ce qu'au contraire, dans les expériences passées là, que cette personne-là a eues, mais peut-être que son estime est fragile. Et donc, bien sûr, c'est plus facile de détruire la confiance de quelqu'un qui a une estime plus fragile. La personne va se remettre en question beaucoup plus facilement. Elle va perdre ses repères plus facilement aussi. Elle va prendre la rétroaction de manière plus personnelle, plus négative. Elle va être plus affectée par la rétroaction. Puis les personnes qui ont une estime de soi plus négative aussi ou plus fragile, bien, c'est aussi les gens qui ont besoin de construire une relation de confiance solide. Donc, puis peut-être que ça va prendre plus de temps avec ces personnes-là pour construire cette relation-là. Donc oui, c'est vrai quand on dit que c'est plus facile de déconstruire la confiance que de construire la confiance, mais ça dépend vraiment de l'estime de soi de chacun. Fait que l'estime de soi serait à évaluer pour voir si ça peut l'aider. Parce qu'au volleyball, on a une complication un peu avec les règlements. On a 6 joueuses qui jouent sur le terrain. Normalement, on a le droit à 6 changements. Si on a une équipe de, disons, 14, ça fait beaucoup de joueuses qui ne jouent pas durant un match. Ce qui peut affecter, j'imagine, leur confiance à elles. Même si c'est pas nécessairement parce qu'ils sont mauvaises, mais bien parce qu'il y a des joueuses qui font un travail différent ou que la chimie avec ces joueuses-là sur le terrain aide à gagner un petit peu mieux. Est-ce qu'il y a des façons d'aider cette joueuse-là qui est sur le banc, qui joue moins, à garder sa confiance? Mais tu vois, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, André, parce que qu'est-ce qui fait que le fait d'être sur l'équipe, je vais appeler ça l'équipe de réserve, de ne pas être sur l'équipe partante, qu'est-ce qui fait que ça détruit la confiance de quelqu'un? Ça ne devrait pas. T'sais, si on a été clair, si l'entraîneur a été clair dès le départ sur c'était quoi les règles pour faire partie de l'équipe partante, c'était quoi ses attentes, c'était quoi sa façon de fonctionner, bien, à ce moment-là, ça se peut très bien que je me retrouve sur l'équipe de réserve, mais il y a peut-être une place pour moi, il y a un rôle pour moi quand même. Et c'est ça qu'il faut qu'il soit communiqué. Tu sais, ce qui détruit la confiance, c'est quand mes attentes à moi, là, c'était d'être sur l'équipe partante, puis que là, je suis déçue, tu sais. Puis que là, je me retrouve, puis bon, qu'est-ce que je fais là finalement? Tu sais, je fais de la figuration sur le banc, mais c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien été communiqué au départ, là. Parce que même si je suis sur le banc, il y a un rôle pour moi. Puis si je suis sur le banc, mais c'est parce qu'il y a une raison. S'il y a une raison, c'est peut-être parce que j'ai des choses à continuer à développer, à entraîner. Bien, ça, il faut que ce soit communiqué. Fait que disons que la joueuse est au courant du fait que, même en début de saison, même quand on l'a recrutée, elle est au courant qu'elle ne jouera pas. Ça ne change pas. Son rôle est clair dans l'équipe, c'est d'aider à faire performer le programme, l'équipe. Est-ce que ça se pourrait qu'elle, quand même, elle ait des attentes qui ne sont pas répondues et qu'elle ne nous en parle pas? Bien sûr que ça se peut. Mais justement, quand on construit cette relation de confiance-là,
ben, on augmente les chances qu'elle nous en parle. Si elle ne nous en parle pas, il y a une raison. Est-ce que c'est parce que, justement, elle a peur de se faire rejeter? Est-ce que c'est parce qu'elle ne se sent pas à l'aise? Est-ce que il peut y avoir toutes sortes de raisons. Est-ce que ça ramène justement à des expériences passées où elle a vécu peut-être des échecs? Mais si on arrive à construire cette relation de confiance-là, ben, elle va s'ouvrir sur ces éléments-là, puis on va pouvoir l'aider à cheminer là-dedans, on va pouvoir l'aider à changer sa perception, peut-être, là. Est-ce que ça se peut que ce soit encore, on revient à l'estime que tu nous parlais tantôt, parce qu'elle, son estime n'est pas très bonne, puis elle se dit, parfait, moi je suis sur le banc, c'est ça, je suis la moins bonne de l'équipe, et ce rôle-là qu'elle se donne dans sa tête n'aide pas la relation de confiance qu'on peut avoir avec elle, et sa relation de confiance envers elle-même. Oui, ouais, ça se peut. Ça se peut très bien que justement, elle se fasse des scénarios. L'être humain, quand il vit une expérience, il cherche à donner du sens à ça. Et donc, quelqu'un qui n'a pas une estime de soi très stable, très solide, bien, va souvent donner un sens négatif aux événements qu'il vit. Donc, de se dire, ben justement, c'est parce que je ne suis pas bonne, c'est comme si ça vient renforcer l'image qu'on s'est donnée ou la croyance qu'on se donne qu'on n'est pas très bon, justement. Donc, oui, tu sais, c'est tout à fait possible que c'est ça qui se passe. C'est tellement dur parce qu'on joue dans les perceptions, hein? Puis c'est dur parce que on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête et on n'est pas devin. Puis souvent, ils vont croire que l'entraîneur devrait savoir ce qu'elle ressent. Fait que c'est une partie qui est, moi, je trouve qui est un petit peu tricky dans la bâtir la confiance avec un athlète. Ouais, Souvent, ils nous disent, ben, tu aurais dû venir m'en parler, mais on n'est pas au courant de ces faits-là, nous. tout à fait. D'où l'importance d'avoir des checkpoints, comme j'appelle, des petits moments justement de conversation one-on-one, individuelle, où on ouvre la porte, puis qu'on se montre disponible pour avoir ces conversations-là. Et puis qu'on pose les bonnes questions. Si on a, si on a un doute ou on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, mais qu'on pose la question ouvertement. Est-ce que tu penses qu'on passe assez de temps comme entraîneur à bâtir la confiance, la relation de confiance qu'on a avec nos athlètes? Et dans un deuxième temps, est-ce que tu crois qu'on aide beaucoup ou assez nos athlètes à bâtir leur propre confiance dans les entraînements qu'on fait, qu'on met en place pour les aider? Non. Candidement. Il y en a qui le font, puis il y en a qui le font très bien, mais si je regarde la majorité des entraîneurs que je côtoie, non, ils ne passent pas assez de temps sur la relation de confiance. Ils ne passent pas assez de temps à aider l'athlète à construire sa confiance, à se connaître. Il ne faut pas oublier que la majorité des athlètes, des entraîneurs, pardon, c'est des anciens athlètes. Ils sont arrivés dans le sport parce que, justement, ils étaient des bons athlètes, des bons techniciens. Et c'est ça avec quoi ils sont à l'aise, l'aspect technique, l'aspect tactique du sport. C'est ça qu'ils aiment enseigner. Toucher à l'aspect plutôt psychologique, l'aspect connaissance de soi, l'aspect émotionnel. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui ne sont pas encore à l'aise à aborder ces éléments-là. Puis je les comprends, c'est pas évident. L'aspect émotionnel, c'est un peu incertain. Là. On ne sait pas comment la personne va réagir. On va-tu déclencher quelque chose? Puis des fois, on ouvre, c'est ça, on a l'impression d'ouvrir une canne de verre, puis on ne sait pas comment la refermer. Tu sais. Fait que je les comprends, les entraîneurs qui ne sont pas à l'aise à aller dans cette direction-là, mais ça fait en sorte que, ben non, on ne passe pas assez de temps à construire la confiance avec nos athlètes, puis on les aide pas non plus à construire leur confiance parce que ça fait en sorte qu'on se montre moins vulnérable, moins authentique,
puis il y a des choses qu'on ne dit pas, ou il y a des choses qu'on assume qu'ils vont penser ou qu'ils vont connaître, et on n'aborde pas ces choses-là. Donc, voilà, c'était candide comme réponse, mais non. Fait que ça passe beaucoup par la communication entre l'athlète et l'entraîneur. Dans un collectif, comme au volleyball, c'est toujours plus, en fait, plus difficile parce que la plupart des entraîneurs ne sont pas à temps plein au Québec. Alors, ils passent 1 heure et demie, 2 heures, 2 fois semaine quand ils Ouais. sont chanceux. Est-ce qu'il y a des moyens en pratique rapidement de créer au moins des liens de confiance? Tu sais, des petits trucs que tu pourrais nous dire, par exemple, juste saluer l'athlète, j'imagine que ça crée un lien, hein? C'est la base, hein? C'est vraiment la base. Mais ça nous ramène en fait à une théorie de la relation entraîneur-athlète qui a été formulée par Sophia Jowett, un modèle, si je peux dire, là, de la relation entraîneur-athlète, qui est ce qu'on appelle le 3C plus 1. Selon cet auteur-là, il y a 3 composantes essentielles de la relation entraîneur-athlète. La complicité avec l'athlète, hein, donc la proximité, la disponibilité, le fait qu'on aime travailler ensemble, qu'on est capable justement d'aborder des sujets plutôt personnels justement avec l'athlète, qu'on connaît la personne derrière l'athlète, donc c'est la proximité ou la complicité, la complémentarité, le fait que c'est un bon match entre comment moi, comme athlète, j'aime être coachée, puis comment mon entraîneur coach, donc les comportements attendus versus les comportements démontrés. Puis le troisième, bien, c'est la concertation. Le fait justement d'être capable de communiquer, de se parler pour établir des objectifs communs, d'être d'accord sur qu'est-ce qu'on va viser ensemble, puis comment on va travailler ensemble. Donc ça, c'est les 3 C. Puis le plus 1, bien, c'est l'engagement. C'est ce qui englobe le tout. C'est est-ce que les deux parties, les entraîneurs et les athlètes, sont d'accord pour construire cette relation-là. Puis ils comprennent que bien, une relation, ça prend du temps pour se construire. Puis il faut mettre de l'effort, il faut s'engager dans ça. Fait que, tu sais, si ces ingrédients-là sont présents, moi, je pense qu'on a un bon terreau fertile là, pour la confiance. Mais souvent, il manque un ou des éléments. La communication, bien, c'est aussi le liant là, dans tout ça. Il ne peut pas y avoir de complicité s'il n'y a pas de communication. Il ne peut pas y avoir de complémentarité s'il n'y a pas de communication. Il ne peut certainement pas avoir de concertation. Donc, tu parlais tantôt, c'est ça, de communication, mais c'est un des ingrédients essentiels. Fait qu'un coach qui est plus réservé devrait commencer quand même à s'ouvrir pour aider ses athlètes à mieux se développer. Moi, je crois que oui. Je crois que oui. Bien sûr, chaque personne a sa personnalité. Il y en a des plus extravertis, il y en a des plus introvertis. Mais je pense que d'entamer cette communication-là, cette discussion-là avec l'athlète, d'apprendre à connaître son athlète, la personne au-delà de l'athlète, ça fait partie un peu du travail du coach. Fait que, oui, même s'il est un peu plus réservé, s'il est un peu moins à l'aise avec ça, oui, ça fait partie de son travail d'entraîneur que de faire cet effort-là pour connaître son athlète. Puis pour le développement de la confiance en soi chez l'athlète, on a des athlètes en fait qui nous arrivent des fois avec des demandes, puis on se dit tout le temps est-ce que ça vaut vraiment la peine mais ce qui se passe dans sa tête, si exemple au volleyball, la fille elle se dit moi j'ai besoin de faire 100 réceptions de service avant de me sentir à l'aise. Puis l'entraîneur lui dit ben t'as pas besoin de ça, t'en as juste besoin de 10 pour te sentir à l'aise. Est-ce que c'est jouer un peu contre elle? Est-ce qu'on devrait lui laisser la chance de faire ses 100? Je sais pas si tu comprends un peu où je veux aller. Bien, c'est une croyance. Si l'athlète a cette croyance-là, puis que c'est ça qui la met en confiance, bien, moi, j'ai l'impression qu'il faut y aller petit à petit, puis peut-être qu'on va réussir
à changer cette croyance-là. Hein. Peut-être que ça... Parce que des croyances, on peut en avoir des vraies, mais on peut en avoir des fausses aussi. Puis si c'est une fausse croyance, ben on peut doucement arriver à ça, mais on ne change pas des croyances comme ça. Tu sais, c'est déstabilisant, là. Donc, il faut y aller petit à petit. Il faut faire vivre à la tête des succès. Tu sais, si elle a toujours réussi en faisant 100 répétitions avant de se sentir à l'aise, ben c'est sûr que le souvenir qu'elle a en mémoire, c'est ça, la référence, c'est ça. Mais il faut lui permettre de vivre des succès avec une autre référence. Fait que, tu sais, tout doucement, on peut l'amener à changer un petit peu ses façons de faire. Et ensuite, faire un retour avec elle et dire, OK, comment tu t'es sentie à ce moment-là? Ça a bien fonctionné quand même. OK, bien parfait. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on le réessaye? Tu sais, c'était peut-être un coup de chance, mais on va le réessayer. Donc, c'est la théorie des petits pas, hein, pour changer les croyances.